Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Aujourd'hui, c'est Nissim Slama qui va vous parler de l'armée. Il représente le centre des Chayalim Bodedim Michael Levin. Donc, je vous rappelle que pour visionner les anciens webinaires, vous pouvez aller sur le site de l'Agence Juive www.agencejuive.org, rubrique nos vidéos. Le prochain webinaire sera dimanche prochain, donc le 15 juin, et le sujet traité sera Haïfa. Donc, je vous rappelle que ces webinaires sont possibles grâce à la collaboration entre l'Agence Juive et le Misra d'Aklita. Et je vous laisse en compagnie de Nissim. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Donc mon nom c'est Nissim, et Nissim Slama, je représente donc comme on vient de vous le dire le centre des Chayalim Bodedim au nom de Michael Levin. C'est une association qui s'occupe des Chayalim Bodedim. Donc je vais commencer par me présenter, ensuite je vais vous expliquer sur notre association et vous répondre à toutes les questions et sur l'armée. Donc mon nom est Nissim, j'ai fait ma Aliyah il y a 11 ans, je suis entré directement à l'armée pour 5 ans et demi, j'étais ce qu'on appelle un Chayal Boded, un soldat qui est seul en Israël. D'ici quelques instants je vais expliquer ce que ça veut dire. Et aujourd'hui je finis et je travaille pour l'intégration des Olim dans un des quartiers de Jérusalem, et en même temps je suis bénévole et dans cette association. J'ai aussi une licence en Israël, donc on peut voir un peu comment j'ai toute autorité pour parler, puisque en même temps je suis bénévole, je connais tout ce qui concerne par rapport à l'armée, et moi-même j'étais officier à l'armée. Et qu'est-ce que c'est un Chayal Boded? Un soldat qui est seul en Israël, c'est un soldat qui sert l'armée sans avoir ses parents. C'est pas obligatoirement quelqu'un qui a fait sa Aliyah, ça peut être même un Israélien par exemple, qui n'a pas de contact avec ses parents. Sans ses parents, c'est-à-dire sans les deux parents. S'il y a un des deux parents qui est présent en Israël, qui soutient son enfant, c'est pas considéré comme Chayal Boded du tout. C'est-à-dire que si j'arrive et que j'ai tous mes frères et sœurs, on est 18 frères et sœurs, et j'ai tous mes oncles et mes tantes, et mon grand-père, ma grand-mère et tout le monde, à part mes deux parents, je suis considéré comme Chayal Boded. D'un autre côté, si j'ai que ma maman ou que mon papa, et c'est la seule personne au monde que je connais, mais c'est la seule personne qui est avec moi en Israël, je ne suis pas considéré comme un Chayal Boded. C'est important de comprendre parce que les conditions de service militaire entre un Chayal Boded, un soldat qui est seul en Israël, et un soldat qui n'est pas seul en Israël sont totalement différentes. Maintenant, je suppose, et c'est la raison pour laquelle je suis présent, que la plupart des gens qui ont votre âge, qui font leur Aliyah, qui arrivent en Israël, sont soit leurs parents, et donc sont Chayalim Bodedim. C'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer, mais tout ce que je dis est juste et vrai aussi pour les gens qui ne sont pas Chayalim Bodedim en général. À part les conditions de salaire et les conditions de service eux-mêmes quand on est soldat, tout le reste, c'est exactement la même chose. Combien de temps on fait d'armée, et comment on peut faire l'armée, etc. C'est à peu près toujours la même chose. Ok. Le centre des Chayalim Bodedim, c'est une association qui a été créée en 2009 par des anciens Chayalim Bodedim, donc des anciens soldats qui étaient seuls en Israël. Et on a à peu près 300 ou 400 bénévoles dans l'association. C'est au nom de Michael Levin, qui était lui-même un Chayal Boded qui vient d'Amérique, de Philadelphie plus exactement, et qui a été tué pendant la guerre du Liban. Et en son nom, on a fait cette association qui s'occupe. Et la plupart de nos bénévoles, à 99%, sont eux-mêmes d'anciens soldats qui sont seuls en Israël, la plupart des Olim, des États-Unis, de France comme moi, etc. On aide pour 3 choses. Première chose, c'est tout ce qui concerne le conseil, c'est expliquer les choses. Donc c'est par là, comme je vous fais le webinar, ça peut être des conférences qu'on fait en Israël. Si vous faites un programme à ça, on vient vous voir, on vous explique tout. Et si vous avez une question particulière, vous nous appelez, vous rencontrez un de nos conseillers, vous asseyez avec lui, on vous explique tout. La deuxième chose, des activités sociales, des fêtes, des Yom Ha'atzmaut, tout ce qui concerne les repas de Shabbat et les sorties, etc. qu'on organise entre nous pour les Chayalim Bodedim. Et la troisième chose, c'est tout ce qui concerne la logistique, c'est-à-dire tout ce qui manque au Chayal Boded. Quand on est seul en Israël, il faut trouver un appartement, il faut savoir meubler l'appartement, il faut avoir un sac à dos pour l'armée, il faut avoir plein de matos que l'armée ne fournit pas obligatoirement et qui coûtent cher. En général, c'est les parents qui achètent pour leurs enfants, et là, on essaie un peu de remplacer, même si on ne pourra jamais remplacer les parents totalement. Maintenant que j'ai expliqué sur moi-même, sur l'association et sur ce qu'on fait, on se jette à l'eau et on parle directement du sujet de l'armée. Okay. Quand vous venez de France, vous avez 2 manières de faire le service militaire qui sont totalement différentes. La première manière de faire le service militaire, c'est de faire sa Aliyah. Quand je parle de Aliyah, c'est pas le moment où on arrive en Israël. Aliyah, c'est le fait de prendre la nationalité israélienne. Je peux habiter en Israël, faire un programme à ça par exemple, ou tout un autre programme, ou même juste travailler en Israël, mais ne pas être israélien. C'est-à-dire, je ne fais pas ma Aliyah. Faire sa Aliyah, c'est pas seulement venir en Israël physiquement, c'est avoir la nationalité israélienne, avoir une Teudat Zeut, ce qu'on appelle une carte d'identité israélienne avec un numéro d'identité israélien. Donc la première possibilité de faire l'armée, c'est de devenir israélien, et comme tout Israélien, l'armée est obligatoire. Je fais pas l'armée parce que je suis devenu israélien, je fais l'armée parce que, en tant qu'Israélien, tout Israélien doit faire l'armée, la conscription est obligatoire en Israël.
combien de temps je fais de l'armée, il y a un tableau de l'armée qui décide pour les garçons, qui regarde. Je parle pour les garçons, pour les filles c'est légèrement différent, on voit pour les garçons. Pour les garçons, il y a un tableau qui explique à quel âge vous êtes arrivé, quel est votre profil physique. À l'armée, il y a une sorte de journée d'appel avant, quelques mois avant l'armée ou quelques années avant l'armée pour les Israéliens où on donne une note de profil physique, ok, si je suis en bonne santé, je suis en mauvaise santé, et quelle est la situation maritale, est-ce que je suis célibataire ou marié avec un enfant. D'après ce tableau, on voit combien de temps on doit faire de service militaire. Le critère principal est l'âge d'arrivée en Israël. Donc, je sais que c'est légèrement compliqué. C'est pas l'âge d'Aliyah, c'est pas l'âge auquel j'ai pris ma nationalité israélienne, mais l'âge auquel je suis arrivé en Israël. Donc, disons que j'arrive en Israël à l'âge de 18 ans, que pendant 3 ans, je suis pas israélien, je fais un programme à ça, et ensuite je travaille, et je suis pas devenu israélien. Car là, que l'âge de 21 ans, je deviens israélien. L'armée prend compte, pour savoir combien de temps de service militaire je fais, prend compte l'âge auquel j'avais quand je suis arrivé en Israël, donc à l'âge de 18 ans. Donc c'est pour ça que si vous faites un programme à ça, c'est vraiment important pour les gens qui font le programme à ça, l'armée prend compte l'âge du début du programme. Okay. Combien de temps exactement? Donc je dis rapidement, pour quelqu'un qui a un profil physique, donc qui est en bonne santé, qui va bien, garçon qui a priori va devenir combattant, et s'il arrive après entre 18 et 19 ans, on fait 2 ans et demi, avant 18 ans c'est 3 ans, 18-19 ans c'est 2 ans et demi, 20-21 c'est 2 ans, et de 22 à 25 c'est 6 mois de service militaire. Évidemment, si le profil physique est moins bon, ou si on est marié ou marié avec un enfant, tous ces chiffres baissent et on fait moins de service militaire ou pas du tout. Là, je parle d'un cas normal. Pour le cas particulier, vous pouvez après nous poser des questions et on peut vérifier, vous dire exactement. Pour les filles, c'est différent. Une fille qui arrive avant l'âge de 20 ans et doit faire 2 ans de service militaire, en sachant que certaines unités demandent qu'elle signe pour 3 ans, comme pour les garçons. Les unités combattantes, surtout, demandent aux filles de signer pour 3 ans. Une fille qui arrive après l'âge de 20 ans ne doit pas faire de service militaire. La même chose, le statut marital joue aussi. Si une fille est mariée, a des enfants avant l'âge de 20 ans, il y a aussi des exemptions. C'est quelque chose qu'il faut vérifier au cas par cas. Et dans tous les cas, une fille qui est religieuse peut demander une exemption de service militaire. Elle amène un papier de la rabbanout, du consistoire israélien, si vous voulez. Elle amène un papier à l'armée en disant qu'elle est religieuse et donc elle a une exemption de service militaire. À partir du moment où il y a une exemption de service militaire, elle peut décider de faire un service civil qu'on appelle Shirut Leumi. On appelle ça service national, mais c'est pas service national militaire comme en France on dit service national, on parle d'un service civil. Dans un GAN, dans des écoles, dans des associations, etc., etc. Ça s'appelle Shirut Leumi. Okay, c'est un service civil que les filles religieuses qui sont exemptées d'armée peuvent choisir de faire. Elles peuvent aussi choisir de ne pas le faire. Donc ça, c'est par rapport à l'armée par l'Aliyah. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avant l'armée quand on fait sa Aliyah? J'ai fait ma Aliyah. Avant, on m'appelle pour faire l'armée. Je peux repousser la date d'incorporation à l'armée pour faire ou une préparation pour les études, donc une prépa, comme il y a une prépa à l'université hébraïque de Jérusalem ou une prépa à l'université de Tel Aviv, il y a des préparations pour les études, pour entrer dans les études académiques, comment on dit, les hautes études israéliennes. Et la deuxième chose que je peux faire, c'est repousser le service militaire pour faire une prépa pour l'armée. Donc c'est comme une sorte d'internat qu'on arrive, il y a plein d'essais, il y a toutes sortes de prépas, il y en a une cinquantaine, il y a pour des Français, il y a des Français, des Israéliens mélangés, il y a de tous les pays mélangés, il y a des religieux, des pas religieux, des garçons, filles mélangés, que des garçons, que des filles. Il y a plein de sortes de prépas, c'est des sortes d'internats qui font une préparation, en général ça dure une petite année, et de préparation à la vie militaire, où en même temps on s'entraîne et en même temps on étudie pour se préparer. Ça s'appelle aussi Mechina, donc c'est 2 Mechinot. Mechina académique, c'est la préparation pour les études, c'est comme une prépa, si vous voulez, comme les prépas en France, ok, Cannes, Hippocagne, etc. Et c'est pas construit de la même manière, c'est différent parce qu'on est en Israël, mais dans l'esprit c'est la même chose. La deuxième chose, c'est Mechina Kdam Tzvaït, une préparation avant l'armée. C'est le genre de prépa où on peut repousser le service militaire pour le faire. Les Olim, et on parle que de Olim qui ont fait, donc les gens qui arrivent en Israël de France ou d'ailleurs, et qui ont leur bac qui n'est pas un bac israélien. Donc si vous avez fait votre bac en France, vous pouvez repousser le service militaire pour faire une licence. Il y a certaines conditions, on doit avoir des bonnes notes, on doit passer d'une année à l'autre, on doit réussir ces années, et on a une licence, et après la licence, on commence le service militaire. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est que papa et maman, et en général, ils sont contents parce qu'on fait les études directement. Et peut-être on se souvient un peu plus des maths du bac, malgré que ça ne change pas grand-chose. Inconvénient, c'est qu'on n'a pas le même âge que les autres étudiants, qu'on n'a pas les mêmes expériences que les autres étudiants qui ont passé leur service militaire. Attendez une seconde. Hop. J'ai oublié de
Et on n'a pas le même âge que les autres étudiants, on n'a pas les mêmes expériences, et on n'a pas le même hébreu que les autres étudiants, alors qu'après le salle d'armée, en général, on a un meilleur hébreu. Donc on peut faire avant ou après les études. Donc c'est les trois choses qu'on peut faire avant l'armée, les études, la préparation pour les études et la préparation pour l'armée, en sachant qu'on peut faire les études avant la préparation, on peut changer les choses. Dans tous les cas, le service militaire est obligatoire. Donc je peux le repousser, mais je dois quand même le faire. C'est pas comme si je suis exempté parce que je fais mes études. Non, je suis pas exempté. Je repousse le service militaire et d'après les années le nombre de temps que je dois faire, d'après l'âge auquel je suis arrivé en Israël. C'est simple. Et enfin, c'est pas simple, mais j'espère avoir bien expliqué. La deuxième manière de faire le service militaire, c'est sans devenir israélien, sans faire sa aliyah. C'est ce qu'on appelle machal. Machal, en hébreu, ça veut dire mitnadvim mechutz laaretz, les volontaires de l'étranger. Il faut être juif, ou avoir, quand je dis être juif d'après l'État d'Israël, donc avoir un des 4 grands-parents qui est juif pour pouvoir le faire. Et dans ce cas, on dit, comme être juif, c'est faire partie d'une nation, c'est comme un Français de l'étranger qui vient faire son service militaire en France. Et Machal, on ne devient pas israélien, on ne reçoit pas la nationalité israélienne. Le service militaire dure 1 an et demi seulement. On rentre beaucoup plus rapidement à l'armée. En général, pour les garçons, c'est directement, on va devenir combattant. Maintenant, il y a d'autres formes de machal, comme il y a d'autres formes de service militaire. Par exemple, il y a machal esder, c'est les gens qui veulent faire la yeshiva, donc ils font 6 mois et demi de yeshiva, et ensuite 14 mois et demi de service militaire. De la même manière que le service normal, il y a d'autres formules à part faire le service de 3 ans ou de 2 ans et demi. Je ne rentre pas dans ça. S'il y a des gens qui ont des questions particulières sur le sujet, vous pourrez me poser après, vous pouvez nous appeler et se renseigner exactement. Maintenant, donc machal, c'est 1 an et demi. Machal, comment on rentrait à machal? On appelle le bureau de Machal, il y a un numéro de téléphone, on cherche sur internet, il y a en anglais aussi, on trouve le numéro de téléphone, c'est un bureau qui dépend du ministère de la Défense israélien. On les appelle, nous inscrit, très rapidement, 3 mois après l'arrivée en Israël, on rentre dans l'armée. Maintenant, être à Machal, où il y a beaucoup de gens qui hésitent entre faire Machal, que c'est un 1 an et demi, ou faire sa aliyah et faire l'armée en tant qu'Israélien normal, où ça peut durer plus longtemps. Donc il y a beaucoup de gens qui hésitent. Donc je vais donner quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de chaque chose. Machal. Avantage pour les gens pour lesquels c'est un avantage, c'est de faire 1 an et demi. Autre avantage, c'est qu'on rentre beaucoup plus rapidement à l'armée. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de temps à attendre, qui arrivent en Israël, ils veulent rentrer tout de suite à l'armée, j'ai pas de temps à perdre. Donc après pratiquement 3 mois après être arrivé en Israël, je rentre à l'armée. Les inconvénients de Machal, par rapport à la Aliyah. Premier inconvénient, je peux moins choisir ce que je fais à l'armée. C'est surtout pour les filles qui ont beaucoup plus de choix que les garçons. Un garçon qui a un profil pour devenir combattant, pour ne pas qu'il soit combattant, il faut qu'il ait une bonne raison. Par exemple, qu'il est très bon en maths, ou très bon en informatique, ou qu'il parle l'arabe parfaitement. Pour les filles, elles ont plein de possibilités à l'armée. Donc quand elles rentrent en machal, elles ont beaucoup moins de possibilités. Donc c'est un grand inconvénient. Pour les garçons, je peux pas choisir aussi mon unité. C'est-à-dire, si je faisais ma lia, j'aurais pu choisir si je suis Golani, si je suis Nahal, toutes les unités combattantes de l'armée, ou même pas combattantes. Quand je fais Mahal, j'ai moins de choix. Le deuxième inconvénient, c'est que je reçois moins d'argent. Pourquoi je reçois moins d'argent? Parce que je reçois l'argent de l'armée en tant que Chayal Boded. L'armée ne connaît pas Olé Khadash. L'armée connaît Chayal Boded. L'armée voit un soldat qui est seul en Israël, qui n'a pas le soutien de ses parents, qu'il soit israélien, qu'il soit pas israélien, qu'il soit Olé ou qu'il soit né et qu'il ait grandi en Israël, donne une certaine somme par mois, des permissions pour sortir de l'armée plus que les autres, etc. Quelqu'un qui fait Machal reçoit exactement les mêmes conditions à l'armée que quelqu'un qui fait Salia. Par contre, les autres ministères, donc c'est le ministère de l'intégration et le ministère du logement israélien, donnent de l'argent aux Chayalim Bodedim qui sont en même temps Olim Khadashim. Elle ne donne pas aux gens de Machal puisqu'ils ne sont pas israéliens. Donc elle n'a aucune raison de leur donner. Le ministère de l'intégration aide les Olim, n'aide pas les touristes. Donc c'est pour la raison pour laquelle on perd à peu près 700 shekels par mois, ce qui est une somme assez importante quand on fait son service militaire. C'est 700 shekels en moins, à peu près 700-800 shekels en moins qu'on reçoit quand on fait Machal, qu'on aurait reçu si on avait fait sa Aliyah. Donc c'est des sommes assez importantes. Troisième point qui est important, la règle israélienne. Je parle de la règle, je ne parle pas de ce qui se passe sur le terrain. Des fois on le fait, des fois on ne le fait pas. La règle israélienne, la règle de l'armée dit simplement quelqu'un qui fait Machal, qui finit son service militaire de 1 an et demi, le lendemain il devient israélien, le surlendemain on le rappelle à l'armée pour compléter le temps de service qu'il devait faire d'après la date auquel il arrivait en Israël. Donc disons que j'arrive à l'âge de 18 ans, que je dois faire 2 ans et demi de service militaire, que je rentre en Machal, que je fais 1 an et demi de service militaire, que je finis, que je deviens israélien le lendemain, l'armée me rappelle pour compléter l'année qui me manque.
puisque je devais faire 2 ans et demi, d'après l'âge auquel je suis arrivé en Israël. Donc c'est important à le savoir. Il y a des gens, ils sortent d'Israël, ils partent 3 mois en France, ils reviennent, etc. Moi, j'explique la règle, comment elle marche. L'armée demande à compléter le temps de service militaire. Ok. Maintenant, j'ai expliqué les 2 manières de faire le service militaire. Par Machal, ok, donc c'est-à-dire sans devenir israélien, et en devenant israélien, donc faire sa aliyah et de faire son service militaire normal comme tout le monde. Et maintenant, je vois quelques questions. Je vais répondre comme je ne vois pas en général ce qui se passe dans ce genre de séminaire, de ce genre de conférence. Les gens me posent des questions et je leur réponds. Comme je ne vous vois pas, donc je ne peux pas vraiment avoir vos questions. Et c'est compliqué assez avec l'écran devant moi. Donc je vais répondre à quelques questions principales qu'on me pose assez souvent. Et de manière à faire un peu le tour. Ok. Combien de temps après la aliyah on nous appelle à l'armée? L'armée donne 1 an entre le moment où j'ai fait ma aliyah et le moment où je rentre à l'armée. Donc ça veut dire qu'en général, on nous appelle après 6 mois au Tsav Rishon. Tsav Rishon, ça veut dire en hébreu le premier ordre, c'est-à-dire une sorte de journée d'appel. On nous appelle à l'armée, on nous construit un dossier, on nous fait des tests de l'hébreu, du niveau d'hébreu, le profil physique, ok, quel est mon état de santé, d'où je viens, qui je suis, etc. On construit un dossier suivant lequel l'armée pourra décider où me mettre après à l'armée. Donc en général, c'est 6 mois après être faire sa aliyah qu'on nous appelle, et 1 an après, on rentre vraiment à l'armée. Maintenant, on peut raccourcir tous ces temps-là en faisant des demandes. Il faut simplement faire une demande à l'armée en expliquant pourquoi je veux raccourcir, que j'ai déjà fait un programme à ça avant, et que je suis déjà intégré en Israël, et que j'ai pas besoin. Et l'armée décide si oui ou non je raccourcis le temps entre le moment où j'arrive en Israël, où j'ai fait ma aliyah, et le moment où je rentre à l'armée. Par exemple, personnellement, moi je suis rentré 3 mois et 1 semaine après avoir fait ma aliyah à l'armée. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait une lettre, que j'ai expliqué, que j'ai donné plein de raisons pour lesquelles je rentre plus rapidement. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et par rapport à la religion, on me pose aussi une question par rapport à la religion et à l'armée. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient au EI, moi j'y étais. Il y a le minimum commun. C'est exactement la même chose, ça marche exactement la même chose à l'armée. Et l'armée marche de telle sorte que tout le monde puisse y vivre, et les religieux et les gens qui ne sont pas. Donc ça veut dire que quelqu'un qui doit faire cette filote, ses prières tous les matins et tout l'après-midi, il aura le temps pour faire ses prières, il aura le temps pour mettre ses tfilim, le Shabbat, tout ce qui n'est pas opérationnel, qui n'est pas obligatoire par rapport aux opérations de l'armée. Et il n'y a pas d'entraînement, et on est libre. On est libre le Shabbat, même qu'on est à l'armée. On ne fait que ce qui est obligatoire au niveau des opérations de l'armée. Et pour les filles, on peut très bien avoir une jupe à l'armée, on peut très bien être en jupe à l'armée. Et le problème, c'est juste pour les filles qui deviennent combattantes, qu'elles ne peuvent pas être en jupe, parce qu'on ne peut pas être combattante en jupe, on ne peut pas courir. Et sinon, on peut vraiment être religieux à l'armée, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et il y a d'autres... Je vois la question là, אני רואה את השאלות? כי אני לא רואה שאלות פה. Ok, je viens de demander si je vois vos questions parce que j'en vois aucune pour l'instant. Ok. Atouda. Et Atouda, c'est un mot qu'on entend beaucoup en France et qu'on essaie de comprendre ce que c'est. Alors il y a 2 sortes de Atouda. Atouda Tolim, la Atouda de Olim, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait de repousser son service militaire pour faire sa licence. Le service militaire, on le fait de manière normale, le même temps qu'on devait faire à l'origine. Atouda Kedemait, c'est le fait de faire ensemble son service militaire et les études. Donc c'est l'armée qui paye les études. Pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut que l'armée ait besoin de ce que vous voulez faire, par exemple médecine ou droit. La deuxième chose, il faut être accepté dans ses études. Et la troisième chose, il faut être accepté dans Atouda Kedemait. Il faut être accepté par l'armée pour ça. Ok? Donc là, ça dépend, chacun c'est différent. Il y a des gens qui vont faire droit, ils vont faire un certain nombre d'années d'études, ensuite un certain nombre d'années dans le service militaire, ensuite l'école d'officier, ensuite comme ça. Chaque chose est différente, médecine c'est différent, donc il faut vérifier qu'est-ce que l'armée a besoin, en quoi vous êtes accepté dans les études, est-ce que vous êtes accepté. C'est un cas particulier, il faut voir ça avec nous directement et on vous expliquera comment faire face à l'armée, comment travailler face à l'armée pour être accepté en Atouda Akademaït. Mais c'est important de ne pas confondre. Atouda Tolim, c'est juste le fait de repousser son service militaire. Atouda Akademaït, c'est de faire l'armée et ses études en même temps. Ok. Les différentes unités. Il y a quelque chose qui est important à comprendre. Il y a 3 sortes de soldats en Israël. Et ce qui est vrai aussi pour les filles que pour les garçons.
Et je parle pas d'importance, je parle pas de responsabilité, je parle pas de ce qui est le plus dur ou le moins dur. J'explique qu'il y a 3 sortes de soldats en Israël, il y a 3 grands types de soldats. Et donc quand vous rentrez dans une unité, il faut bien comprendre dans quelle sorte d'unité vous êtes et quel type de soldat vous êtes. Premier type de soldat, c'est le combattant. Le combattant, son boulot, c'est de tuer l'ennemi. Okay, c'est le fantassin qui a une arme et qui marche à pied, c'est le tankiste qui est dans son tank, c'est l'artilleur qui est dans sa canonnière. Le but du combattant, c'est de faire ce que le but de l'armée, donc c'est de tuer l'ennemi, c'est d'appuyer sur le bouton, d'appuyer sur la gâchette pour buter le méchant. Ça, c'est le combattant. C'est le premier style de soldat, le premier type de soldat. En général, les combattants, de manière de règle très très générale, sans entrer vraiment dans les détails, ils sortent. Ils ont une formation qui est assez longue, pratiquement la plus longue de l'armée. Et ils rentrent à la maison une fois toutes les 2 semaines pour le Shabbat. Donc ça veut dire qu'on sort le vendredi, et en général le vendredi matin, et je rentre dimanche matin à l'armée à la base. Ou là où je suis, que ce soit dans le nord, dans le sud, en Judée-Samarie, etc. Ça, c'est les combattants. Le deuxième type de soldat, c'est le soutien. C'est les équipes de soutien autour des combattants. Donc dans chaque unité combattante, il y a une sous-unité qui est là pour le soutenir. Ça peut être c'est le médecin et son équipe, c'est le cuisinier et son équipe, c'est le gars qui est responsable des renseignements, c'est le gars qui est responsable des voitures et des réparations, de tout ce qui concerne si c'est un tank, donc il faut quelqu'un qui s'y connaisse en mécanique, c'est l'armurier, c'est l'assistante sociale qui sera très importante pour vous quand vous serez à l'armée, Mashakitash en hébreu, c'est celle qui est responsable que vous ayez tous les droits. C'est celle qui est responsable de l'éducation, c'est la prof de sport, etc., etc. Donc c'est le soutien, ce qu'on appelle en hébreu tomchal, tomech lechima, ok, le soutien au combat. Eux, en général, ils sortent tous les jeudis, ils rentrent à la maison, dimanche matin, ils rentrent à la base. Le troisième type de soldat, c'est ce qu'on appelle en hébreu de manière un peu, pour se moquer de job, ok, et en hébreu, le vrai nom c'est tafkid orpi, une fonction qui est plus à l'arrière. C'est des gens qui ne sont pas du tout sur le terrain. Je peux être dans un bureau à Tel Aviv, je peux être derrière un ordinateur et dans le Negev, mais dans tout le cas, mon boulot, c'est pas d'être sur le terrain vraiment. Mon boulot, c'est de le faire, je rentre tous les jours à la maison, j'arrive, c'est comme un travail. Je vais le matin au travail, je fais mon travail, je rentre le soir à la maison. Ok ? Évidemment, il y a plein de pauses qui sont entre les deux, qui sont pas exactement. Là, je donne les 3 grands types pour bien comprendre comment les choses marchent. Ok. Donc là, j'ai une liste de questions aussi. Et quelles sont les différences entre les différentes unités combattantes? Les différentes unités combattantes, leur différence, c'est l'arme qu'ils utilisent. Un fantassin, son arme, c'est ses pieds, son dos qui porte ses affaires, et l'arme qu'il a dans la main. Il y a plein d'unités d'infanterie, il y a les paras, il y a le Golani, Nahal, et Givati, il y a plein d'unités d'infanterie. Et leur boulot, vraiment, c'est de marcher à pied et de se battre à pied. D'un autre côté, les tankistes, ils se battent sur leur tank, et l'artillerie se bat à partir de leur canonnière, etc., etc. Donc la différence entre les différentes unités combattantes, c'est vraiment le type d'arme qu'on va utiliser. Et la deuxième différence, c'est par exemple dans l'infanterie, il y a différentes unités que j'ai citées plus haut. La grande différence entre eux, ça va pas être qu'ils se battent de manière différente, mais la grande différence entre eux pour le soldat simple, c'est l'esprit de l'unité. Si vous voulez, c'est comme en France, il y a l'esprit d'entreprise. Dans chaque entreprise, c'est différent la manière dont les choses, et ben c'est la même chose. La musique qu'on va écouter et la manière dont on va parler, l'argot utilisé n'est pas le même, etc., etc. Mais en gros, le travail, c'est le même. Est-ce que je vous ai dit plus tôt, le travail, c'est de tuer les ennemis. Ok. Et là, j'ai une question. Est-ce qu'on tue des Arabes à l'armée? Ok. Que en combat, et que si c'est obligé, parce qu'on est en train de combattre, et les ennemis. C'est-à-dire pas les civils, et pas les gens qui sont aucun rapport, que vraiment le combattant ennemi, le terroriste qu'on a en face de nous, que c'est notre boulot de le tuer. Et d'un côté, on va faire très très attention à épargner les populations civiles, à faire en sorte qu'elles ne soient pas touchées par les combats. Et si on peut attraper des prisonniers, on préfère attraper les prisonniers. Et si quelqu'un est blessé, même si c'est quelqu'un qui est un terroriste, après, évidemment, lui avoir l'empêcher de se continuer à se battre, on va le soigner même, etc. Donc, il faut pas croire que quand on arrive à l'armée, on a déjà directement le couteau entre les dents, Rambo, et je me promène. Et bon, la plupart du temps, les 3/4 du temps, quand je dis 3/4, 99% du temps à l'armée, c'est ou en entraînement, ou en garde,
Et le combat vraiment où je vais courir vers l'ennemi et tirer en même temps, etc., c'est la chose pour laquelle on est formé, mais c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, on va dire. Ok? La plupart du temps, c'est vraiment des gardes, c'est garder le pays, défendre le pays. C'est pas le travail le plus, c'est pas Rambo. Ok? Si quelqu'un veut être Rambo et tirer de tous les coins, c'est pas l'armée d'Israël n'est pas la bonne idée. Les fonctions technologiques, ok, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau technologique? Donc il y a trois vraiment grandes unités qui s'occupent de technologie. Un, c'est Chel HaChimouch. Chel HaChimouch, c'est tout ce qui s'occupe des mécaniques, de tout le matériel, ok. Et il y a dans l'unité qui s'occupe, donc dans l'unité qui s'occupe de communication aussi, il y a tout ce qui concerne les communications de l'armée. Et il y a aussi dans les renseignements et tout ce qui concerne les ordinateurs, les renseignements, etc. Pour ça, il faut être vraiment bon pour entrer. Il faut vraiment connaître et s'y connaître pour pouvoir entrer à l'armée dans ce genre de choses. Ok. Est-ce que je vois d'autres questions? Une seconde, je lis les questions. Ok. Je fais 26 ans dans quelques jours et mon année, normalement, puis j'espérais mon service militaire. Ok. À l'âge de 26 ans, on n'a pas de service. Ah, ok. Et à l'âge de 26 ans, on est exempté de service militaire et on nous enregistre et que l'armée nous connaisse. Et d'un autre côté, on peut le faire de manière volontaire. Donc il y a deux manières, où on fait machal, c'est ce que j'expliquais plus tôt, tu fais 1 an et demi sans devenir israélien. La deuxième possibilité, c'est de faire une demande à l'armée après ta aliyah, de faire un service militaire malgré le fait que tu n'es pas obligé. Et là, l'armée peut accepter ou ne pas accepter. En général, ce genre de demande, c'est un minimum pour 2 ans pour devenir combattant. Mais encore une fois, c'est chaque cas particulier, il faut faire une demande spéciale à l'armée, ils peuvent t'accepter même si tu as dépassé l'âge. Ok, et donc ça c'est la troisième. Mon fils n'a qu'un an du coup. Et il faut voir ça avec l'armée. Donc on a dit au Tzav Rishon, donc là on me pose une question sur un problème médical et on me demande est-ce que c'est considéré comme une raison suffisante pour ne pas être dans une unité combattante. Et ça c'est par rapport d'abord les unités combattantes. Quelqu'un qui ne veut vraiment ne pas être dans une unité combattante, il peut y échapper, il sera, donc on l'enverra être dans une équipe de soutien ou d'après s'il est bon en mathématiques, s'il est bon en informatique, etc. Et en général, quelqu'un qui a une bonne santé, il sera directement dans une unité combattante. Le cas particulier que je vois, j'imagine mal qu'on soit dans une unité combattante, mais il faut bien comprendre. La personne qui décide, c'est le médecin militaire. C'est pas moi, c'est pas les parents, c'est pas la personne elle-même. Quand on arrive au Tzav Rishon, donc dans cette journée d'appel, le médecin militaire vient, donne une note, ce qu'on appelle profil physique, et d'après cette note, on décide est-ce qu'on peut être dans une unité combattante ou pas dans une unité combattante. D'après le problème médical que là je vois, il se peut même qu'il y ait une exemption de service militaire. Mais encore une fois, c'est un cas particulier, c'est le jour d'appel, cette journée d'appel au Tzav Rishon, que l'armée décidera quoi faire avec votre fils. Ok, d'autres questions? Non, je vois pas d'autres questions. Donc ce que je vais faire, je vais continuer les questions qu'on me pose en général, que j'ai notées ici. Et pour être officier, ok. Les unités non combattantes, on peut faire un programme directement pour entrer à l'armée en tant qu'officier. Donc on rentre directement dans un programme qui va faire en sorte que je vais devenir officier et je signe pour plus longtemps dès le départ. Quelqu'un qui est combattant ne peut pas devenir officier sans être passé par toutes les cases. Donc d'abord, il doit être soldat simple. S'il est assez bon, il sera envoyé à l'école de sous-off. S'il est assez bon, il sera envoyé à l'école d'officier. Ça veut dire qu'on rentre à l'école d'officier après, en général, entre 1 an et demi, 2 ans après le début du service militaire. Et là, on signe pour encore 1 année, 2 années, etc. de service militaire. Et il ne faut pas rentrer à l'armée en disant « je veux devenir officier ». Ça ne marche pas comme ça. Rentre à l'armée, vois comment ça se passe, et apprends. Et après on verra, si tu es assez bon, on te demandera de devenir officier. Les officiers en Israël, comme les sous-off en Israël, la plupart du temps, c'est plus l'armée qui vient voir la personne et qui dit « deviens officier », et la personne dit « ah, j'ai pas tellement envie ». On dit « deviens officier, on a besoin de toi », et la personne dit « bon, ok, c'est pour mon pays ». Et c'est pas une armée professionnelle, les gens ne rentrent pas à l'armée en voulant déjà, ils peuvent le faire, ok, mais ça veut pas dire que ça va marcher obligatoirement, c'est l'armée qui décide et pas eux. On va voir d'autres questions. Ok, Mossad. Je veux rentrer au Mossad ou au Shabak. Le Shabak, c'est ce qu'on appelle en français le Shin Bet. Comment je fais? Finis ton service militaire, en général combattant. Finis une licence ou une maîtrise. Et marie-toi.
Et après, si t'es assez bon, si t'as le profil, on t'appellera. Je sais que beaucoup de gens ont vu le film Le Patriote, où le gars il arrive en Israël, il rentre directement au Mossad. Non, ça marche pas comme ça. Et il n'y a pas de recrutement durant le service militaire. C'est des gens c'est des adultes qui sont après leur service militaire, qui ont déjà une expérience de vie et qu'on les intègre dans le Mossad. Et il n'y a pas de truc. Et là, donc, il y a même un site internet du Mossad où ils expliquent ce qu'ils ont besoin. Et tout ce que je dis, c'est pas parce que je suis au Mossad, c'est simplement parce que c'est ce qui est marqué dans leur site. Et donc, non. Il n'y a pas de, le film Le Patriote n'est pas un bon exemple. Ah, ok. Et d'autres questions? אני לא רואה שאלות. אם יש עוד שאלות? Ok. Et si je fais l'armée, est-ce que j'ai le droit? Oui, dans tous les cas, dès que tu es Chayal Boded, quel que soit ton âge, si tu as 26, 27, 28 ou 18 ans, tu es Chayal Boded, tu n'as pas tes parents en Israël, et tu as tous les droits d'un Chayal Boded. Quels sont les droits d'un Chayal Boded? C'est important, je vais l'expliquer, parce que là, je ne l'ai pas expliqué. Un Chayal Boded reçoit de l'argent en plus, donc il reçoit un double salaire, un salaire de base. Et donc si on commence l'armée de base le salaire de base commence à 400-500 shekels par mois, lui il recevra toujours le double. Donc si par exemple son salaire augmente à 1000, il reçoit 1000 shekels, c'est son salaire normal parce qu'il est adjudant, sergent, et il recevra encore 500 shekels ou 400 shekels, je ne me rappelle plus exactement de la somme, en tant que salaire de base. Ça c'est ce qu'il reçoit de l'armée. À part ça, de l'armée il reçoit aussi une aide au logement, donc il y a plusieurs possibilités de logement qu'on est Chayal Boded. Première possibilité c'est dans un kibbutz. Donc il y a des avantages et des inconvénients au kibbutz. Il y a des gens pour lesquels ils adorent le kibbutz. Et c'est génial pour eux. Et il y a la piscine souvent. Ils ont leur propre appart. Ils ont des copains, etc. Et des gens pour lesquels c'est loin. Et pour y arriver au kibbutz depuis l'armée, des fois c'est loin. Si je connais pas les gens là-bas, je me retrouve un peu tout seul. Et encore une fois, je mange dans un réfectoire, que j'ai mangé au réfectoire toute la semaine à l'armée. Et encore une fois, j'ai pas ma propre machine à laver, je dois amener ça dans une machine à laver centrale de tout le kibbutz. Et je me retrouve, j'ai l'impression de me retourner à l'armée. Donc encore une fois, ça dépend des personnes. Et la deuxième possibilité, c'est un appartement de Aguda Leman Chayal. C'est une association qui s'occupe du bien-être de tous les soldats. Pas seulement des Chayal Bodedim, et qui ont des appartements. Il y a une liste d'attente pour ces appartements. C'est des très beaux appartements. En général, qui sont situés, et pas au centre-ville, mais dans les grandes villes, un peu à l'extérieur. Et avantage, c'est des super appartements. Il y a le wifi, il n'y a pas à payer de loyer, et on vous change même le papier toilette. Inconvénient, je peux pas rentrer d'amis, je peux pas amener d'amis pour qu'ils dorment dans mon appartement, je peux pas rentrer d'alcool, je dois choisir entre un appartement qui est religieux, donc totalement religieux, et un appartement qui n'est pas du tout religieux, je peux pas dire, moi je mange kasher mais je fais pas Shabbat ou le contraire. Et ça c'est une possibilité. Troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle Bet Achayal, c'est des sortes d'auberges de jeunesse pour les militaires. C'est déconseillé, c'est vraiment une solution entre deux, c'est vraiment habiter dans une auberge de jeunesse. C'est vraiment entre deux appartements. Si j'ai quelques semaines où je sais pas où me retrouver, donc c'est la solution. Et la dernière solution, et celle qui est prise en général, qui est plébiscitée par la majorité des Chayal Bodedim, c'est d'avoir son propre appartement. Il y a aussi des avantages et des inconvénients. Il faut savoir signer un contrat de location. Il faut savoir trouver ses meubles. Il faut savoir se débrouiller face aux charges locales, face à payer l'eau, l'électricité, etc. Et l'armée, dans ce cas-là, donne jusqu'à hauteur de 1046 shekels. Et à peu près 1050 shekels, on va dire, pour arrondir. Ce qui évidemment ne suffit pas pour un appartement en colocation à Jérusalem ou à Tel Aviv, ça coûte beaucoup plus cher. Donc ça fait que payer qu'une partie du loyer. Maintenant, si j'habite dans un endroit qui est excentré, ça me suffire, mais si j'habite à Tel Aviv, ça me suffira pas et je serai obligé de compléter du reste de l'argent que j'ai. Donc ça, c'est par rapport au logement. À part ça, l'armée donne de l'argent sur votre regard, donc sur votre carte militaire. Vous pouvez aller faire vos courses une fois par mois et à 150 shekels une fois par mois. Et quand je dis une fois par mois vous avez 150 shekels. C'est-à-dire que c'est pas cumulable d'un mois à l'autre. On peut pas acheter ni cigarettes ni alcool. Tout simplement, j'arrive au supermarché avec ma carte. Au lieu de payer avec de l'argent, je donne ma carte de militaire et j'ai le droit jusqu'à hauteur de 150 shekels. Et ça, c'est par rapport à l'argent et au logement. À part ça, il y a des permissions en plus, c'est-à-dire qu'on peut sortir de l'armée une fois par mois. Je peux sortir pour faire tous les papiers administratifs pour m'occuper, parce que Shabbat c'est fermé, le samedi c'est fermé, la mairie pour payer les charges locaux, et je peux pas pour payer l'électricité et l'eau c'est fermé le samedi. Donc on me donne une journée, une fois par mois pour sortir, pour faire tout ce qu'on appelle en hébreu sidurim, c'est-à-dire tous les courses, les choses qu'on doit faire. Et quand ma famille est en Israël, je peux sortir. Et je peux sortir une fois. Tout ce que je vous donne, c'est des règles générales, ok.
mais je peux sortir une fois par an pendant un mois en France pour aller voir mes parents, ma famille. Maintenant, contrairement à l'argent, pour l'argent, je reçois jusqu'au shekel, jusqu'à la goura près, c'est-à-dire jusqu'au centime près, je reçois l'argent. Et tout ce qui concerne les permissions, ça dépend du chef, de mon chef à l'armée. Il y a les règles de base, et après, il peut me donner plus, il peut me donner un peu moins. Ça dépend vraiment du chef à l'armée. Ok. Donc, un soldat qui est Chayal Boded, qui n'a pas ses parents en Israël, dans tous les cas, il a tous les droits d'un Chayal Boded, ça change absolument pas. Et si il est, quel âge il a. Maintenant, s'il est en même temps au Chadash, en plus de recevoir cet argent, tout ce que je vous ai expliqué, il reçoit encore un double salaire de base du ministère de l'intégration, c'est-à-dire encore 400-500 shekels du ministère de l'intégration, et encore de l'argent du ministère des logements qui dépend depuis combien de temps il est en Israël, du nombre d'années qu'il est en Israël. C'est entre 200 et 400 shekels, ça dépend, donc on va dire 200 shekels, ok, ça peut arriver jusqu'à 400 shekels, donc c'est à peu près 700-800 shekels en plus d'argent qu'il recevra des ministères, que quelqu'un qui fait machal ne reçoit pas. Ok. Et là, quelqu'un me dit merci, de rien. Si vous avez d'autres questions, là je suis en ligne, donc vous pouvez les noter. Quoi expliquer d'autre? Et voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Nous, on est présent pour vous, le centre des Chayalim Bodedim au nom de Michael Levin. Notre site, c'est lonesoldiercenter.com, ok? L-O-N-E-C-E-N-T-E-R. Ok? Je répète, Lone Soldier Center, LONE-SOLDIER-CENTER.com, ok? LoneSoldierCenter.com. En anglais, le centre des soldats seuls, .com. Lone Soldier, c'est un soldat qui est seul en anglais, donc notre site, il est en hébreu et en anglais. Et vous pouvez retrouver les informations. Quand vous allez sur notre page, même si c'est en anglais, vous pouvez aller en bas, il y a nos coordonnées à Jérusalem et à Tel Aviv. On est sur tout le pays, on a une branche à Haïfa, une branche à Tel Aviv, une branche à Jérusalem et une branche à Beersheva. On est vraiment en aide les Chayalim Bodedim, les soldats qui sont seuls dans tout le pays. On est là vraiment pour vous aider et il n'y a pas de problème, vous pouvez nous poser des questions. Et toutes questions que vous avez, on est à votre disposition. On est vraiment là pour ça. Et voilà, je pense avoir un peu fait le tour. Et je vois pas d'autres questions qu'on me pose. Donc j'espère avoir expliqué le maximum et je vous remercie. À moins que quelqu'un m'envoie une dernière question, non? Ok, au revoir.